le moment politique qu'on est en train de vivre est un moment extrêmement anxiogène, bien sûr. Dans ce moment-là, il y a une proposition dont j'aimerais reparler avec vous. C'est le Rassemblement national qui, dans son programme pour les législatives, a cette proposition interdire les fonctions. Alors, c'est quoi leur mot? C'est les fonctions les plus sensibles dans la fonction publique. Interdire les postes les plus sensibles au sein de la fonction publique aux binationaux. Il faut déjà. Alors, on est d'accord. Attendez, j'ai ça, ça me paraît être une évidence, mais je ne l'ai pas vérifié. On est d'accord que pour être fonctionnaire, il faut être citoyen français. On est d'accord ou pas? Confirmez-moi ça. Confirmez-moi ça. Est-ce qu'on est d'accord que... Oui, on est d'accord. Hein, c'est oui, évidemment. Voilà, tout à fait. Bon. Ou européen? Vous êtes sûr ou pas? Moi, je crois que c'est français. Ça dépend. Parce qu'en fait, moi, je crois que c'est français, mais ça dépend. Je crois qu'il y a des... Voilà, je crois que ça dépend des postes. Alors, faut-il avoir la nationalité française pour être fonctionnaire? Alors, conditions d'accès au concours de la fonction publique. Vous avez raison. Vous devez être français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen, de la Confédération suisse, de la Principauté de Monaco et de la Principauté d'Andorre. Cette condition doit être remplie le jour de votre inscription au concours. Certains emplois, voilà, c'est ça, certains emplois dits de souveraineté qui sont liés aux fonctions régaliennes de l'État ne sont ouverts qu'aux citoyens français. Bon. Donc, aujourd'hui, pour être fonctionnaire, pour faire partie de la fonction publique, il faut soit être membre de l'Union européenne ou d'un État partenaire de l'Union européenne ou de la France, tel que la Confédération suisse ou la Principauté de Monaco. Et pour certains postes particulièrement sensibles, les postes qui sont liés aux fonctions régaliennes de l'État, les postes dits de souveraineté, il faut être citoyen français. Mais cela n'interdit pas, évidemment, d'avoir une double nationalité. La France estime que si tu as une double nationalité, tu es franco-belge, non, franco-belge, c'est ça. Tu es franco-marocain, franco-australien, franco-américain, franco-israélien. Bon, la France estime que tant que tu possèdes la nationalité française, tu peux avoir accès à tous les postes de la fonction publique. Le Rassemblement national a décidé de limiter l'accès à la fonction, le Rassemblement national propose de limiter l'accès aux postes sensibles de la fonction publique aux seuls citoyens français sans double nationalité. Donc si tu es franco-marocain, franco-algérien, franco-israélien, franco-australien, franco-japonais, tu n'as pas accès à ces postes dits sensibles. Alors, évidemment, ça pose sur le fond, ça pose de nombreuses questions. C'est pas que ça pose de nombreuses questions. Sur le fond, ça amène à créer une distinction entre Français, les Français mononationaux et les autres, qui seraient des sous-Français, en tout cas à l'égard desquels régnerait un soupçon de déloyauté, l'idée que peut-être ils ont la nationalité française, mais peut-être qu'au fond, ils militent plutôt pour les intérêts d'un autre État. Et donc, peut-être, au fond, veulent-ils détruire la France de l'intérieur? Bon. Ce thème-là, ça porte un nom que les historiens connaissent bien, c'est ce qu'on appelle le thème de l'anti-France. L'anti-France, c'est les Français qui sont à l'intérieur de la France, mais qui veulent la détruire. C'est comme ça qu'on appelait les Juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Le thème de l'anti-France, c'est un thème historique de l'antisémitisme d'avant-guerre, qui postule à l'époque que les Juifs, mais pas seulement les Juifs, les Tziganes aussi, les communistes aussi, c'était l'idée que, mais principalement les Juifs, les francs-maçons également, c'était l'idée que quand tu étais français juif ou français franc-maçon, tu étais certes français, mais aussi juif, ou aussi franc-maçon, et que donc ta loyauté va avant tout à la franc-maçonnerie, au communisme ou au judaïsme. Et
Et donc, c'était cette idée que tous ces citoyens-là, tout Français qu'ils soient, étaient qualifiés d'anti-France, c'est-à-dire les Français qui veulent détruire la France de l'intérieur. Et donc, venir postuler qu'une double nationalité t'empêcherait d'exercer les postes dits sensibles, c'est déjà, par principe, faire une distinction entre citoyens français. C'est déjà, par principe, dire qu'il y a les bons citoyens français qui ne sont que français et les autres, qui sont suspectés d'être déloyaux, qui sont suspectés même d'être des agents de l'étranger, de vouloir détruire la France de l'intérieur. Donc c'est jeter la suspicion sur toute une partie de nos compatriotes qui sont françaises et français. C'est réactiver des préjugés racistes historiques, racistes et antisémites, historiques, même si là, en l'occurrence, ces préjugés-là, on voit bien que les personnes ciblées, même si elles seraient concernées, ne sont pas les franco-israéliens, mais beaucoup plus les franco-algériens, marocains, tunisiens, etc. Ça ne fait de doute pour absolument personne. Absolument personne. Hein. Et par ailleurs, enfin voilà, ça ne fait doute pour absolument personne. Et donc, en ce sens, c'est déjà intrinsèquement une mesure qui donne la nausée, hein, tout simplement. C'est déjà une mesure qui donne la nausée. Ça ne s'arrête pas là. Vous allez l'entendre dans un instant, la défense de Jordan Bardella, ça a été de dire, mais attendez, vous n'allez pas nommer un franco-russe à un poste important de l'administration de la Défense ou à un poste important du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Vous pourriez craindre qu'il soit davantage... vous pourriez craindre que son allégeance aille davantage à la Russie qu'à la France, n'est-ce pas? Et alors, l'objection comme ça a l'air plus ou moins de fonctionner, sauf que le vocable employé par... a l'air de fonctionner. L'objection, on pourrait avoir envie éventuellement d'y réfléchir. Sauf que le vocable utilisé par le Rassemblement national des postes sensibles, je crois que c'est ça, hein, c'est... attendez, parce que je vous dis postes sensibles depuis tout à l'heure, mais j'aimerais bien retrouver leur adjectif. RN, limiter, interdire, accès binationaux. C'est ça, c'est les fonctions sensibles. C'est les fonctions sensibles, c'est exactement ça. Ils ont dit les postes sensibles. Bah, vous pourriez très bien dire que l'enseignement est un poste sensible. Après tout, vous ne voudriez pas, l'école doit former les futurs esprits de la République, vous ne voudriez pas laisser des agents de l'étranger influencer les consciences de nos enfants, n'est-ce pas? Donc vous voyez bien comment est-ce que, en réalité, cet adjectif de poste sensible n'est absolument pas précis et même au contraire ouvre la voie à des pans entiers de la fonction publique dont seraient exclus les binationaux. Donc là, on serait sur une authentique mesure raciste qui priverait toute une partie de nos compatriotes de l'accès à des fonctions capitales, nobles et cruciales de la fonction publique, du service public. Bon, évidemment, la mesure est totalement anticonstitutionnelle, hein, ça va de soi, évidemment. Je vous le... Si tant est, voilà, article 1er de la Constitution, voilà. Hop, se mettre en plein écran, on n'est pas des animaux. Voilà. Toc. Article 1er de la Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. L'égalité devant la loi de tous les citoyens, ça veut dire qu'il est strictement impossible aujourd'hui, totalement anticonstitutionnel pour le Rassemblement national, de faire passer cette loi, hein, puisque le Conseil constitutionnel dirait « bah non, désolé, les citoyens français sont égaux devant la loi, on ne peut pas faire passer... on ne peut pas accepter une telle mesure. Hein. On peut pas accepter une telle mesure. Donc cette loi, cette proposition est totalement anticonstitutionnelle, ce qui en effet pour eux n'est pas un problème, c'est même plutôt un avantage. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que... alors, c'est vrai que ils ne parlent même pas seulement de la fonction publique, ils parlent d'emplois extrêmement sensibles.
Il parle d'emplois extrêmement sensibles. Voilà, c'est même pas la fonction publique, hein. Ce sont des emplois extrêmement sensibles. Ok. Alors ça a un intérêt parce que la distinction entre fonction publique et emploi a un intérêt parce que il y a eu... Attendez, je vous le mets. Hop là. Il y a eu évidemment cette déclaration de Roger Chudeau. Attendez, je vous le plein écranise. Voilà. Il y a eu cette déclaration de Roger Chudeau. C'est lui. Roger Chudeau, ah bah il est caché. Bon. Roger Chudeau, vous ne le connaissez pas encore, ou une partie d'entre vous, peut-être ne le connaissez pas encore. Il est candidat pour le RN aux législatives. C'est le monsieur Éducation nationale du Rassemblement national, celui qui est pressenti comme ministre de l'Éducation nationale si d'aventure le Rassemblement national devait parvenir au pouvoir. Écoutons ce que nous dit monsieur Roger Chudeau. Vous allez voir, c'est intéressant. C'était sur BFM TV hier ou avant-hier. Sur ce plateau, il y a quelques jours, sur cette question de la binationalité, parmi les postes qui seraient donc interdits aux binationaux, vous évoquiez les emplois ministériels. Évidemment. Vous voulez-vous comprendre un exemple précis? Mme Vallaud-Belkacem, franco-marocaine. Qu'a-t-elle fait? Elle a détruit le collège public, bien sûr, et surtout, elle a voulu instituer au CP, au cours préparatoire, les cours d'arabe. Vous ne croyez pas qu'il y a plus important que ça? Ah mais alors attendez, là c'est très important ce que vous dites, Roger Chudeau. Vous prenez comme exemple Najat Vallaud-Belkacem. Ça veut donc dire que selon vous, elle n'aurait pas dû être ministre. Elle n'aurait pas dû être ministre parce que, compte tenu de sa double nationalité. Je pense que c'était une erreur et que ce n'était pas une bonne chose pour la République, voyez-vous. Et Rachida Dati? Non mais Rachid, non mais je ne veux pas faire un palmarès des gens, c'est pas la question. Je pense que les postes ministériels doivent être détenus par des franco-français, point final. Donc ça veut dire, Roger Chudeau, que pour vous, un ministre ou une ministre du gouvernement Bardella, du gouvernement de Jordan Bardella, ne peut pas avoir de double nationalité. Alors là cette question, elle est quand même incroyable, hein. C'est-à-dire que non seulement... Enfin, il lui permet de redéployer sa rhétorique sans l'avoir contredit, hein, sans avoir objecté. À quoi sert cette relance? Il vient de le dire. Donc on a bien compris, il n'y a pas besoin de plus de clarté, hein. Donc non seulement il n'objecte pas, il le relance, mais de surcroît, il envisage comme quelque chose de crédible, de presque serein, l'éventualité d'un gouvernement en Rassemblement national. Donc là on est en plein dans le problème, hein. Ça a été dit, je pense, par Jordan et par Sébastien Senu, c'est tout à fait clair. On va revenir là-dessus. Pour le coup, Roger Chudeau, et peut-être que d'autres vont me contredire, ça a été dit sur les patrons de centrales nucléaires ou les patrons des services de renseignement, ça n'était pas allé jusqu'au ministre, mais c'est clair ce que vous dites, et par ailleurs, vous prenez l'exemple de Najat Vallaud-Belkacem en considérant donc que sa double nationalité aurait dû l'empêcher d'être ministre. Parce que c'est une arabe. Y compris sur des franco-allemands, franco-italiens, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Union européenne? C'est-à-dire pas des arabes. Pour préciser les choses, je crois qu'un ministre est le supérieur d'un patron de centrale nucléaire et d'un patron de service de renseignement. Donc ce qui s'applique à un haut fonctionnaire doit s'appliquer évidemment à un ministre. C'est assez logique, je veux dire. Voilà, donc on voit bien qu'on est dans un flou absolu, hein, sur cette mesure. On ne sait absolument pas jusqu'où elle va. Et ce qui est clair là, en tout cas, c'est la volonté de réserver les postes ministériels à des franco-français, en tout cas de les interdire. Il prend sciemment l'exemple d'une franco-marocaine en disant, c'est évidemment scandaleux, son allégeance va sans doute davantage au Maroc qu'à la France. C'est le thème de l'anti-France, c'est le retour du racisme vraiment le plus ancien, quoi. Celui dont la déclinaison antisémite dans les années 20 et les années 30 a produit ce que l'on sait pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, on y est. Ce sont les mêmes thèmes, les mêmes thèses, l'anti-France, la déloyauté, la cinquième colonne, ceux qui veulent détruire le pays de l'intérieur. Ça y est, on y est, vraiment. C'est exactement comme le terme, en effet, je le vois dans le chat, et c'est vrai que je le dis depuis longtemps, exactement comme le terme de remigration, qui est utilisé de plus en plus, en tout cas qui est assumé très clairement par les zémouristes.
et qui n'est rien d'autre que un ripollinage du mot déportation. Hein. C'est vraiment le mot déportation qu'on a maquillé. On lui a épilé un peu les sourcils, on lui a mis une petite perruque, voilà, des jolis vêtements, et ça donne le mot remigration. Mais le synonyme direct, précis, c'est déportation. En l'occurrence, ils veulent déporter hors de France les délinquants étrangers et binationaux. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Si vous avez une autre nationalité que la nationalité française, alors vous êtes systématiquement suspecté de pervertir la République de l'intérieur. Bon, évidemment, ça, c'est les précautions qu'ils prennent. C'est-à-dire que là, tout ce que vous entendez, c'est la version précautionneuse. C'est ce qu'ils ont le droit de dire et de soutenir sans être immédiatement traités de racistes. Mais on voit bien que le problème dans tout ça, ce ne sont pas les franco-australiens ou les franco-japonais. Celles et ceux qui sont visés, c'est les franco-marocains, algériens, tunisiens. Ce sont ceux-là qui leur posent problème. C'est évidemment d'une clarté diaphane, même si ça n'est pas assumé comme tel, parce que là, pour le coup, il pourrait être poursuivi pour propos directement racistes. Ce n'est pas assumé comme tel par les représentants du Rassemblement national. Donc voilà ce dont on est en train de parler en France, tranquillement, très sereinement. J'aimerais vous montrer ce qu'a donné le débat sur cette question hier soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu pour le coup. Hier soir, hop là. Attendez, c'est un peu fort. Hier soir, sur France 2, il y avait un débat entre Jordan Bardella, Gabriel Attal et Olivier Faure pour le nouveau Front populaire. Et Jordan Bardella a été attaqué très fort par Olivier Faure. Jeu de mots non involontaire. Jordan Bardella a été attaqué par Olivier Faure sur cette question. J'ai trouvé que l'échange était très intéressant. Je voulais vous le montrer. Attendez, hop, toc. Ah, mais attendez, ça marche ça ou pas? Ah non, ça marche pas. Oui. Hop, on y est. Et ben regardons ça ensemble. National, on va les laisser répondre. Parce que, en fait, il y a intérêt à jouer sur c'est un peu fort. pour faire peur aux gens. Alors, Olivier Faure, vous montrez un document. La double Il va vous nationalité. montrer un document. Monsieur Bardella, vous le connaissez, il est signé d'abord par Madame Marine Le Pen. Il date tout simplement du 25 janvier, il y a 5 mois. Il y a 5 mois, vous avez déposé une proposition de loi qui est très claire et qui a le mérite d'être non pas une caricature, mais tout simplement ce que vous avez porté. La loi organique peut... Alors, parenthèse ici, pour le coup, je trouve que de la part d'Olivier Faure, citer cette proposition de loi, c'est beaucoup plus loyal que de la part du gouvernement de s'appuyer sur l'amendement Gage pour le calcul de la CSG progressive. Bon, déjà, le simulateur de Gabriel Attal est évidemment complètement frauduleux, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est surtout que l'amendement de Jérôme Gage est un amendement NUPES signé par lui-même, qui ne fait pas partie du Front populaire, et quelques autres députés socialistes. Le Front populaire est une alliance des socialistes et d'autres mouvements. Donc il est évident que les mesures vont être reprises, rediscutées. Alors que là, l'amendement en question, enfin la proposition de loi en question, a été signée par Marine Le Pen elle-même. À partir du moment où Marine Le Pen elle-même l'a signée, on peut, je crois, partir du principe que la mesure qu'ils vont, et c'était il y a quelques mois, c'était il y a 5 mois. Donc à partir du moment où c'est une proposition de loi signée par Marine Le Pen il y a moins de 6 mois, on peut partir du principe que la mesure qui serait proposée par le Rassemblement national serait relativement analogue. La suite de l'échange est intéressante. Interdire l'accès à des emplois, à des administrations, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d'une mission de service public aux personnes qui possèdent la nationalité d'un autre État. Mais c'est déjà le cas, monsieur. Mais c'est pas le cas. On va Pour laisser- accéder à la ça fait 3 fonction minutes publique, il faut avoir la d'avance, Jordan Bardella, nationalité laissez-le parler. française. Mais pas du tout. Mais là, on ne parle pas de ça. Tout le monde a bien compris Oui, de quoi on parle. Bon, là, évidemment, tentative de grosse manipulation de la part de Jordan Bardella qui dit que c'est déjà le cas. Non, ce qui est le cas, c'est effectivement d'interdire, enfin de limiter l'accès à certains postes aux détenteurs de la nationalité française, c'est ce qu'on vient de voir. Mais par contre, cette nationalité française n'exclut pas d'avoir une autre nationalité. Donc là, ce que vient de dire Jordan Bardella quand il dit « mais c'est déjà le cas, monsieur Faure », c'est un mensonge, c'est stricto sensu faux. Et je vais même plus loin, parce que en fait, il y a un autre article que personne n'a relevé pour l'instant. Dans l'article 5, alinéa 4, les fonctions inséparables
de l'exercice de la souveraineté nationale ne peuvent être confiées à des personnes de nationalité étrangère ou représentant une institution internationale. Ça veut dire quoi? Oui, monsieur Faure, ça veut dire que quand vous êtes russe, on vous met pas à la tête des services de renseignement français. C'est pardon. Vous avez une Après, vous pouvez le faire si vous voulez, mais... Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'exemple qu'ils mettent en avant et c'est un exemple qui fait tiquer. Parce qu'effectivement, dans ce cadre-là, compte tenu des opérations d'influence menées sur la Russie, d'ailleurs dans ce cas-là, ça se mènerait avec une enquête des renseignements intérieurs qui viserait précisément à déterminer si la personne en question est potentiellement un agent représentant les intérêts russes ou si pas du tout, auquel cas on voit pas forcément la difficulté, mais surtout, là évidemment, Jordan Bardella a été chercher le cas contre lequel il semble difficile de se défendre, puisque la France est en situation d'opposition avec la Russie dans le conflit ukrainien. Mais encore une fois, là c'est les postes sensibles qui sont visés, et ça peut aller beaucoup plus loin, puisque la liste des postes serait publiée par décret. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé que la liste des postes serait publiée par décret. Ça veut dire potentiellement que ça peut derrière être étendu sur une simple décision du gouvernement. Ça veut dire ça. Ça veut dire que tu as une loi qui te dira le principe de limiter l'accès à certains postes stratégiques ou sensibles aux seuls détenteurs aux détenteurs de la seule nationalité française. Ça, ce sera la loi. La liste des postes est publiée par décret. Et alors là, derrière, une fois que tu as dit ça, c'est la porte ouverte à tout le reste. Hein. Tu peux, sur un simple décret du gouvernement, donc quelque chose qui est pris en Conseil des ministres, sans avoir même à passer par le Parlement, tu peux étendre cette liste. Et alors là, tu peux l'étendre jusqu'où tu veux, hein, en réalité, à toutes les fonctions, dès lors que tu décides qu'elles sont sensibles. Ça vous dérange? Le fait que pour accéder à la fonction publique, il faille avoir la nationalité française, ça existe déjà, c'est déjà la loi. Il y a Encore une fois, hein, c'est toujours le même argument de Jordan Bardella, il est faux. Hein. Ou plutôt, ce qu'il dit est vrai. Mais ça n'est pas ça qu'eux proposent. Eux veulent limiter l'accès à certains postes aux détenteurs de seulement la nationalité française. Déjà des contrôles qui s'appliquent. Donc, je n'ai pas inventé l'eau chaude en la matière et je ne comprends pas ce que vous me reprochez en réalité. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez, Olivier Faure? C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, non seulement vous faites le tri entre les Français et les étrangers, ça on avait compris depuis longtemps. Ça s'appelle la nationalité française. Faites même le tri entre les Français. Mais arrêtez votre cinéma, monsieur. Aujourd'hui même, pas crédible, en fait. les Allemands ont fait le chemin exactement inverse. C'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, à partir de là, quelle va être la défense de Jordan Bardella. La défense de Jordan Bardella, à partir de là, ça va être tout simplement de polluer Olivier Faure, d'être dans la pure incantation, dans le pur ad personam. Vous n'êtes pas crédible, arrêtez votre cinéma. Il ne s'embarrasse même plus d'argumenter à partir de là. Vous allez voir, c'est très frappant. Jordan Bardella, à partir de ce moment-là, dans la vidéo, ne s'embarrasse même plus d'argumenter. La double nationalité est interdite en Allemagne pour les extra-communautaires jusqu'en juin 2020. Vous devriez lire la presse jusqu'au bout. Et aujourd'hui, vous auriez eu la confirmation que les Allemands viennent d'annoncer qu'ils reconnaissaient la double nationalité pour tout le monde. Exactement. Bon, ça, c'était quand même un argument. C'est pas forcément un très bon argument, mais c'était, reconnaissons-lui que c'était un argument. Et ça n'était pas le cas. Et on ne parle pas d'un petit pays, on parle de l'Allemagne. Et donc, vous faites le chemin exactement inverse. Et ce que je vous dis, c'est que ne veux pas la remettre non seulement en cause. Vous êtes en train de fabriquer donc, des Français de seconde zone, mais avec la suppression du droit du sol, vous revenez en arrière sur des siècles d'histoire de France. Vous qui êtes toujours là pour nous expliquer que depuis Vercingétorix, vous avez toujours été là. Eh bien moi, ce que je vous dis, Balladur l'a supprimé entre 1993 et 1990. Monsieur Balladur, ne dites pas n'importe quoi. Monsieur Chirac qui avait... Vous voyez là, tout est dans l'éthos, tout est là-dedans. Ah zut, j'ai renoncé. Et il y avait renoncé pour de bonnes raisons. 93 et 97. Et moi, ce que je vous dis, c'est que le droit du renoncer, et il y avait renoncé pour 1992. toujours. Voilà, c'est là. Monsieur Balladur l'a supprimé entre 1993 et 1990. Voilà, tout est là-dedans. Hein. Tout est là-dedans. C'est vraiment, il joue l'exaspération, il joue la fatigue, il est au-dessus de ça. Vraiment, il a besoin encore d'argumenter face à tant de mauvaise foi, mais ne dites pas n'importe quoi. Vous voyez, ce qui est assez frappant, c'est qu'il a accusé Olivier Faure il y a littéralement 20 secondes. Il l'a accusé de faire du cinéma. Là, c'est littéralement du cinéma. C'est un travail de comédien. Il joue l'exaspération, il joue la fatigue, il joue l'évidence. Il se part ici des atours de l'évidence et du bon sens. Mais enfin, comme dites-vous, là, monsieur Balladur l'a fait déjà. Balladur a fait autre chose.
Monsieur Balladur, pas n'importe quoi. Monsieur... Vous voyez, parenthèse ici, pourquoi est-ce que je vous dis qu'à chaque fois que le gouvernement macroniste ou tout autre responsable politique, à chaque fois qu'ils ont mis en avant une proposition qui avait été autrefois portée par le Rassemblement national, je vous disais, mais vous verrez derrière, quand on dira au Rassemblement national, mais attention, vouloir supprimer le Conseil constitutionnel ou du moins rendre son contrôle inopérant, c'est la porte ouverte au fascisme. Ils vont souffler très fort en disant « Mais oh là là, mais Laurent Wauquiez l'a proposé, mais qu'est-ce que vous me racontez ?» Je l'avais dit, hein. C'est exactement ce qu'il fait. Mais enfin, monsieur Balladur, ouais, quand vous cédez aux sirènes du populisme et que vous reprenez une mesure du Rassemblement national pour grappiller quelques voix, ce qui est effectivement ce qu'avait fait Édouard Balladur en son temps, alors il n'avait pas supprimé le droit du sol, contrairement à ce que dit Jordan Bardella ici, qui est à nouveau en train de mentir, mais on n'en est pas à un mensonge près. Ce qu'a fait Édouard Balladur à l'époque, c'est qu'il avait rendu obligatoire le fait à 18 ans de manifester la volonté d'avoir la citoyenneté française. Il avait supprimé l'automaticité. La citoyenneté française était quand même de droit pour les personnes nées en France de parents étrangers qui respectaient un certain nombre de critères. Il fallait avoir résidé en France un certain nombre d'années avant tes 18 ans. Bon, critères qui, pour certains, sont encore dans la loi d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Mais il fallait faire la demande officielle de la citoyenneté française. Mais Édouard Balladur n'a jamais supprimé le droit du sol, contrairement à ce que prétend ici Jordan Bardella. Et donc, vous voyez, ça c'est le danger à chaque fois que vous donnez une petite victoire idéologique au Rassemblement national derrière, quand ils font des choses qui sont authentiquement fascistes ou authentiquement racistes et que vous voulez leur dire, mais c'est quand même très, très raciste là ce que vous faites, eh bien eux peuvent dire, mais oh là là, qu'est-ce que vous racontez? Mais enfin, Emmanuel Macron l'a fait. Mais ils diront, mais oh là là, supprimer l'aide médicale d'État, ça vous pose un problème. Mais Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il était pour, qu'il voulait revenir dessus. D'ailleurs, c'est lui qui l'a limité en 2019. Enfin, mais lui, vous lui disiez pas à l'époque qu'il était raciste. Oui. À chaque victoire que vous leur donnez, vous faites sauter une digue et vous préparez un argumentaire dans le futur. Et ça, bah, c'est ce que, hélas, on est un certain nombre à répéter depuis un certain nombre d'années. On y est. Chirac qui avait renoncé, et il avait renoncé pour de bonnes raisons. 93 et 97, et moi, ce que je vous dis, c'est que le droit du sol, vous allez fabriquer aussi des étrangers en France. C'est déjà le cas à Mayotte, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai moi-même dit il y a quelques mois, c'est une très mauvaise idée de proposer la fin du droit du sol à Mayotte. C'est Darmanin qui l'a mis en avant. Vous allez voir, ça va donner des arguments au Rassemblement national pour demain qu'il le fasse sur le territoire métropolitain. Et voilà, on y est. Une classe, comme souvent dans ma circonscription l'autre jour. Je voyais ces petits Français en devenir qui étaient là devant moi. Et je me disais qu'avec vous, Premier ministre, eh bien, une partie d'entre eux ne seront jamais français. Ils ne connaissent que la France. Ils n'ont jamais vécu qu'en France. Et vous allez en faire des étrangers, génération après génération. Ça n'est pas du cinéma, monsieur Bardella. Vous avez un petit rictus, vous savez très bien que c'est du cinéma. Le rictus, c'est le vôtre. Mais pas du parce tout, que vous n'en avez rien à faire. Mais quel cinéma! Oh là là! C'est lui hein, qu'il faut inviter à Avignon, hein. C'est quelque part. Alors vous voyez quand même assez rigolo ce qui s'est passé là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Devant moi. Et je me disais qu'avec vous, Premier ministre, eh bien, une partie d'entre eux ne seront jamais français. Ils ne connaissent que la France. Ils n'ont jamais vécu qu'en France. Et vous allez en faire des étrangers, génération après génération. Ça n'est pas du cinéma, monsieur Bardella. Vous faites du cinéma, vous avez un petit rictus, vous savez très... Voilà, ça c'est un rictus. Voilà, ça c'est un rictus, ça c'est pas un rictus. Voilà, je le dis pour Jordan Bardella, hein, parce qu'il a des problèmes de définition. Ça c'est pas un rictus. Ça n'est pas du cinéma, monsieur Bardella. Vous faites du cinéma, vous avez un petit rictus, vous savez. Voilà, ça c'est un rictus. Voilà, il s'est trompé. Il s'est malheureusement et manifestement trompé. Donc il est dans le. Alors lui, il est quand même dans une post-vérité il est un cran plus loin. On peut pas lui reprocher d'être. Pour le coup, il va un cran plus loin qu'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que là, on est sur de la post-vérité en direct. Mais vous avez un petit rictus. Il dit ça en souriant. Le mec en face, il est dead serious. Il a le visage fermé, il est vénère et il est très sérieux. Et pour le coup, Olivier Faure a conscience là d'être en train d'argumenter sur un sujet qui est absolument capital. Donc,
On est en pleine manipulation, en pleine stratégie d'emprise psychologique, bon, comme d'habitude, hein. Mais c'est des procédés qu'utilise déjà le gouvernement. C'est très bien du cinéma. Le rictus, c'est le vôtre. Mais pas du Parce tout, que vous n'en avez rien. Notez qu'il n'a pas d'argument à cela. Quand il dit, mais voilà, je voyais en face de moi des citoyennes et des jeunes, des enfants qui n'ont connu que la République française et qui ne seront jamais français, qui seront pour toujours étrangers chez eux. Et c'est à eux que je pensais en regardant cette classe. Alors, c'est un argument qui est plein de pathos, hein. Il y a beaucoup d'émotions dans le... il y a un appel aux émotions dans l'argument d'Olivier Faure, mais c'est un appel aux émotions qui est légitime, parce qu'en l'occurrence, la réalité qu'il décrit, c'est la réalité qui adviendra demain en cas de victoire du Rassemblement national. Donc, cet appel aux émotions ici est un appel légitime en ce qu'elle s'appuie sur une situation réelle, en tout cas sur un futur direct, en cas de victoire du Rassemblement national. Et à cela, la seule réponse de Jordan Bardella, c'est « Oh là là, mais quel cinéma !» Il n'y a pas d'argument. Il ne prend même plus la peine d'argumenter. Rien à faire. Moi, je ne rigole pas avec ces questions. On est vraiment en pleine stratégie de l'incantation, en pleine ad personam. Vous faites du cinéma. C'est même pas de l'incantation, c'est de l'ad personam direct, hein. C'est de l'attaque directe à l'interlocuteur. Vous faites du cinéma, vous êtes ridicule, vous n'êtes pas crédible. Il n'y a pas d'argument. On attaque directement la personne même de l'interlocuteur. Il y aurait totalement la souffrance que génère aujourd'hui l'anarchie migratoire dans beaucoup de territoires. Mais vous en avez bénéficié de l'anarchie migratoire, comme vous dites. Pourquoi vous avez parlé de l'époque où on disait l'entrée des bistrots Jean Moulin est de retour. Alors, là, c'est le sourire de Bardella, hein. Jean Moulin est de retour. Donc, Jordan Bardella qui fait de l'ironie sur la personne de Jean Moulin qui a donné sa vie et sa souffrance pour la France. Voilà. Donc, ce sont eux les grands défenseurs, n'est-ce pas, de des valeurs françaises, de l'histoire française et de la patrie française, hein. Et ils font de l'ironie sur Jean Moulin. Voilà, tranquillement, hein, tranquillement. On fait de l'ironie sur l'une des plus grandes, nobles figures de la résistance. Sans difficulté, vous voyez, sans difficulté. On en est là. Plus rien n'a d'importance. On peut tout à la fois se revendiquer de la défense de l'histoire française et des traditions françaises et en même temps faire de l'ironie, se servir de la figure de Jean Moulin comme d'une figure repoussoire. Oh là là, bravo Jean Moulin. Et puis il est content, regardez-moi ça. Il est satisfait, il est content de son bon mot. Là, dans son cerveau, il se dit « pas mal ». D'ailleurs, il va le redire. Interdit aux chiens et aux Italiens. Oui, vous devriez vous en rappeler. Oui, bien sûr. Ça devrait vous dire quelque chose. Le Jean Moulin de... Et vous aussi. Ah, il n'a pas trouvé la fin de la vanne. Vous devriez avoir la Ah, et voilà, on y est. mémoire de ce pays qui vous a accueilli. Voilà. Hein. Comme j'ai été moi-même, ma mère a été accueillie dans ce pays. Alors, on avait vu Jordan Bardella reprendre des pans entiers, des punchlines entières à Emmanuel Macron. Souvenez-vous, hein. C'est triste pour vous, c'est dommage pour vous, vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse. Toutes ces punchlines qu'il a directement reprises à Emmanuel Macron. Là maintenant, Jordan Bardella reprend des gimmicks à Éric Zemmour. C'est-à-dire que c'est vraiment le bain voyant, c'est le gimmick d'Éric Zemmour qu'utilise Éric Zemmour pour se sortir de ce type de situation, d'ailleurs où il est à court d'arguments. Bain voyant, c'est là aussi, c'est un ad personam condensé. Ben voyons, c'est une manière juste de dire à l'autre, mais tais-toi mon gars, personne t'écoute. C'est ça ce que veut dire ben voyons. Donc c'est vraiment une accusation directe d'absence de crédibilité. Donc là, on est encore dans de l'ad personam, hein, on est encore de l'attaque directe à l'interlocuteur. C'est du dédain, oui, comme l'est souvent l'ad personam, hein, l'attaque ad personam ou l'objection ad personam. J'ai pas de synonyme français, désolé, c'est un terme de rhétorique. L'objection ou l'attaque personnelle, si vous voulez utiliser un mot en français, c'est souvent teinté de mépris c'est souvent teinté de mépris, hein, évidemment. Celui que tu te permets d'attaquer directement, c'est celui qui est méprisable en réalité. Mais là, ce que vous voyez, c'est que Jordan Bardella, c'est vraiment une coquille vide, quoi. C'est vraiment une coquille vide, il n'a rien à lui. Il utilise le ton de voix de Marine Le Pen, il utilise les punchlines d'Emmanuel Macron, les gimmicks d'Éric Zemmour. C'est vraiment... c'est une éponge, quoi. C'est une éponge. Il fait du mimétisme, il reproduit. Je dirais que, voilà, ce qu'il a de plus personnel, c'est sa mâchoire carrée
Ce qu'il a de plus personnel, c'est peut-être sa mâchoire carrée et ses épaules de bodybuilder, quoi. Voilà, ça, oui, ça lui est personnel. Il va à la salle. On peut peut-être pas en dire autant des gens sur lesquels il prend modèle, mais sinon, c'est tout, hein. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas le début du commencement d'une singularité, en réalité, chez Jordan Bardella, sinon qu'il a la gueule de l'emploi, le physique de l'emploi, il fait des TikTok, il a faim toujours, et une morgue suffisante pour résister à l'assaut d'interlocuteurs bien plus compétents que lui. Et on va y venir tout à l'heure. Parce qu'elle venait de quelques milliers de kilomètres plus loin. Très bien, monsieur Faure. Non, pas monsieur très bien. Ce que je dis là, c'est ce que pensent des millions de Françaises et de Français. Mais sur l'immigration, il y a une majorité de gens qui considèrent qu'il y a un problème en France aujourd'hui. Des êtres humains qui ont fait le choix de la France, qui sont ici sur notre sol. Pourquoi vous ne parlez pas de votre projet d'augmenter par exemple les aides sociales aux étrangers en situation irrégulière? Il ne s'agit pas d'augmenter quoi que ce soit. Si, c'est dans votre projet. Pourquoi vous ne le dites pas ce soir aux Français qui nous regardent? Toutes celles et ceux qui aujourd'hui travaillent en France doivent être régularisés. Parce qu'effectivement, il faut régulariser celles et ceux qui travaillent et qui fournissent une main-d'œuvre qui est souvent exploitée et hontément. Et oui, je l'assume parfaitement. Et je l'assume d'autant plus que Madame Meloni, qui est votre amie en Italie... J'avais pas entendu ça. J'avais pas entendu ça. Donc là, on est évidemment dans la psychologisation et même la psychophobisation du débat public. Il faudra chercher des tranxènes. Hein. Donc là on peut difficilement faire plus méprisant. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect. On est dans du pur Trumpisme. On est dans du pur Trumpisme. Donald Trump faisait... C'est quoi les tranxènes? C'est un médicament tranquillisant. C'est des anxiolytiques, j'imagine. Le tranxène, peut-être... C'est sûr que là, on est 7400. Il y a forcément des psychiatres sur le anxiolytique. Voilà, c'est ça. Anxiolytique, psychotrope. Je ne suis pas si mauvais que ça. C'est des anxiolytiques, ouais. Donc là, on est dans de la psychophobisation, évidemment. C'est... Quelqu'un qui l'attaque, c'est forcément un grand anxieux qui relève de la psychiatrie, évidemment. Donc, en plus d'être extrêmement méprisant à l'écart des patients qui ont besoin de ces médicaments. Mais au-delà de ça, vous allez me dire, c'est une vanne, certains pourraient dire ça, hein, mais entre amis. Mais là, le fait de balancer ça, déjà, bon, on en pense ce qu'on veut, mais de balancer ça en direct... aux représentants d'un parti qui est en train d'argumenter et qui argumente de manière en plus serrée et sérieuse. Là, hein. Olivier Faure, il fait un travail argumentatif qui est assez irréprochable. Bon, là, on est dans le mépris le plus absolu. Hein. On est dans le mépris le plus absolu. Exploité et hontément. Et oui, je l'assume parfaitement. Et je l'assume d'autant plus que Madame Meloni, qui est votre amie en Italie. Après, on sent là qu'il est en train d'accuser le coup et qu'il est à court de vannes. Il est à court de gimmicks. Après, c'est sûr, il a déjà volé tout ce qu'il pouvait. Donc là, il faut qu'il trouve ses propres gimmicks. Bon, bah, quand il trouve ses propres gimmicks, c'est psychophobe, tu vois. Enfin, oui, c'est psychophobe. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle avait dit la même chose que vous au départ. Elle avait dit, les immigrés, on n'en veut pas. On les rejettera à la mer. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a régularisé 450 000 sans-papiers. Pourquoi? Parce qu'elle en avait besoin pour faire tourner l'économie italienne. Votre programme, monsieur Faure, vous voulez ouvrir les vannes de l'immigration. Dites-le aux Français. Eux qui sont à l'hôpital. Il est incapable de répondre aux arguments, hein, donc il repart sur une toute autre ligne argumentative. Mais votre programme, vous voulez... Bon, vous voyez, il est incapable de répondre, donc il repart sur une ligne parallèle. Mais vous voulez ouvrir les vannes de l'immigration, ce qui n'est absolument pas ce qu'il y a évidemment dans le programme du nouveau Front populaire. Donc là, on est dans... il est échec et mat en réalité ici. Hein. Sauf que le débat, ça je vous l'ai dit souvent, le débat contradictoire, ce type de débat, ça n'est précisément pas la meilleure analogie, c'est pas celle du jeu d'échecs, c'est celle du jeu de Go. C'est-à-dire qu'aux échecs, tu peux être échec et mat. Au Go, tu peux perdre la partie, mais tu peux jamais être bloqué. C'est-à-dire qu'au Go, alors si vous connaissez le Go, c'est ce grand échiquier sur lequel on met des pions blancs et noirs. Un jeu originaire de Chine, beaucoup joué au Japon. Et la spécificité du jeu de Go, c'est que si tu es en difficulté à un endroit de l'échiquier, tu peux très bien choisir d'abandonner cette bataille-là, de dire bah, ici j'ai perdu. Voilà, ici, là, sur cet endroit de l'échiquier, enfin cet endroit du Goban, comme on dit, donc cet endroit du damier, si vous préférez, j'ai échoué à prendre l'ascendant. Du coup, au lieu de continuer de me battre et puis de perdre, et puis progressivement, cette bataille perdue va contaminer tout le reste du damier, je vais aller mettre ma pierre ailleurs. Je vais aller ouvrir un nouveau front ailleurs et espérer triompher ailleurs.
Et c'est exactement ce que fait ici Jordan Bardella. Et pour le coup, c'est un conseil que moi-même je donne dans le débat contradictoire. Hein. Je vous dis, si vous voyez qu'une bataille est perdue, ça ne sert à rien de rester dessus. Ad vitam, vous serez beaucoup plus fort en ouvrant un autre front ailleurs. Donc ça peut être efficace, c'est pas pour ça que c'est éthique. Et là, en l'occurrence, Jordan Bardella, c'est de notre devoir de le remarquer, Jordan Bardella n'a jamais répondu aux arguments d'Olivier Faure, jamais. Il s'est contenté de faire de la pollution, du mépris, des interjections, ben voyons, ok Jean Moulin, bon... Et il finit par essayer d'ouvrir un nouveau front maladroitement en disant « Mais vous voulez ouvrir les vannes de l'immigration » ce qui évidemment est totalement faux. Mais il n'aura jamais répondu à l'objection. Ce sont que vous souhaitez faire. Pourquoi vous ne dites pas qu'avec vous, on va accueillir la terre entière avec M. Mélenchon, Premier ministre? Si vous n'étiez pas là, vous devriez plutôt les remercier. Vous n'auriez pas grand-chose à dire si je n'étais pas là. Non, si eux n'étaient pas là, vous ne pourriez rien faire parce que ce pays, il tient debout aussi. Il y a des petits regards où il a l'air perdu, Bardella. Hein. Il sent qu'il est en train de se faire maltraiter. Hein. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il n'est pas dupe sur ce qui est en train de se passer. Il sait que là, il est en train de se faire humilier argumentativement. Non, si eux n'étaient pas là, vous... Regardez le visage qu'il a là, ici. Hein, dans le vide, perdu. Il sent que là, c'est difficile en réalité. Il sent que c'est difficile. Vous ne pourriez rien faire parce que ce pays, il tient debout aussi. Alors, Gabriel Attal. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Gabriel Attal, sur ce Donc, sujet. je résume. Monsieur Faure a dans son projet l'augmentation des aides sociales aux étrangers en situation irrégulière. Vous êtes et avec exprimé sur Monsieur ce sujet, Mélenchon, Jordan Premier Bardella. ministre, on va ouvrir les vannes Et voilà, de c'est l'immigration. reparti. Mélenchon, Premier ministre. Eh oui, mais ça eh oui, mais ça c'est bon. Le premier jour, je l'ai dit ou pas le premier jour que ça allait être un problème. Le premier jour, j'ai dit c'est Jean-Luc Mélenchon là dans cette élection, il va être le contraire d'un atout. Est-ce que vous avez autre chose à dire que de chercher à chaque fois à mettre Jean-Luc Mélenchon? Bon, cela dit, la réponse d'Olivier Faure est tout à fait juste. Au milieu de la pièce, C'est votre candidat, pardon. Vous ne pouvez pas, ça n'est pas notre candidat et vous le savez très bien. Ça n'est pas vrai. Lui-même dit qu'il sera Premier ministre. Vous avez 2 minutes d'avance, Jordan Bardella. On va laisser réponse Gabriel Attal. Plutôt que de traiter du projet. Voilà, donc là évidemment, c'était une tentative maladroite et désespérée de changement de sujet encore. Bon. Pourquoi je voulais vous montrer cette vidéo qui, je trouve, résume extrêmement bien le monde dans lequel on vit. Je voulais vous montrer cette vidéo parce que en fait, je pense que ici, Olivier Faure, il fait un bon travail en réalité. Il fait un bon travail. Il attaque... cette vidéo m'a stressé, elle est un peu stressante. Il attaque Jordan Bardella sur un point précis du programme. Un point précis du programme que lui-même n'arrive pas à assumer. Donc c'est assez fort ce qu'il fait. Il le fait calmement. Il a travaillé ses arguments. Il est fondé sur la proposition de loi que lui-même a pris soin d'imprimer au préalable. Donc le travail d'Olivier Faure, en termes argumentatifs, est un travail que je qualifierais de rigoureux. Il est convaincant ou non. Les arguments d'Olivier Faure, ils vous convainquent ou ils ne vous convainquent pas. Vous les trouvez suffisants pour rejeter le projet du Rassemblement national ou au contraire, vous pensez qu'ils ne suffisent pas à rejeter le projet du Rassemblement national, voire ils sont une raison de voter Rassemblement national. Bon, là-dessus, c'est à chacun et chacune d'entre vous de décider, mais l'argumentation d'Olivier Faure, elle est rigoureuse, elle est solide, elle est étayée, elle est travaillée. C'est la raison pour laquelle elle est absolument incapable de convaincre qui que ce soit, sinon celles et ceux qui sont déjà convaincus. Et on a pénétré depuis 2 semaines dans un monde politique qui est devenu un monde irrationnel. Et je trouve que... alors, le débat politique n'est jamais totalement rationnel. Enfin, c'est précisément ce que je me tue à expliquer sur la rhétorique. La rhétorique n'est pas un domaine... c'est pas que le domaine de la raison. Et on n'est jamais uniquement convaincu par des arguments qui s'adressent à notre raison. Ça, c'est normal, c'est même inévitable. C'est le fonctionnement standard, naturel de la rhétorique. Mais là, on a basculé dans totalement autre chose. On a basculé dans un domaine, dans une argumentation politique où les arguments n'ont plus de poids, où le vrai, le réel n'a plus de poids, où seul désormais compte l'image et les émotions. Et on avait déjà un peu vu ça en 2022, avec Marine Le Pen qui devenait soudain sympathique, qui était l'une des rares candidates à pouvoir faire des bains de foule.
l'une des rares à pouvoir se permettre de faire des bains de foule, là où Emmanuel Macron ne le faisait plus, Jean-Luc Mélenchon ne le faisait pas. Elle y allait. Elle pouvait aller au contact des citoyennes et des citoyens sans qu'il ne lui arrive quoi que ce soit. Et en fait, d'où tout cela venait? De l'image qu'elle renvoie. Son image d'une... Certains m'ont dit... Elle renvoie... Ils me l'ont dit en le déplorant. Elle renvoie l'image d'une tata sympathique. Elle aime bien les chats, elle aime s'occuper des chats, elle est souriante, elle poste des chats sur son Instagram. Certains m'ont dit, mais c'est pour ça qu'en fait elle convainc, elle renvoie l'image d'une tata sympathique. Et donc on l'a déjà vu en 2022, mais là c'est devenu extrêmement clair. Alors c'est difficile à expliquer, c'est même difficile, là, je suis en train de vous donner mon sentiment, mon ressenti. Et j'ai moi-même du mal. J'ai moi-même du mal à l'objectiver. J'aurais du mal à vous dire exactement. Voilà comment je démontre ce que je suis en train de vous dire. Donc ne me demandez pas la démonstration de ce que je vais vous dire. Je suis pas sûr que ce soit possible de le démontrer. C'est comme ça que je ressens le débat public. En fait, dans ce débat public, moi, je vois depuis 2 semaines des candidats RN se faire systématiquement démonter sur le fond de leurs arguments. Et d'ailleurs, on l'a vu, puisque là, en 2 semaines, le Rassemblement national a reculé sur littéralement les 3/4 de leur programme. C'est-à-dire, ils nous disaient vouloir la retraite à 60 ans, c'est fini. La TVA à 5,5 sur les produits de première la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, c'est fini. Alors attendez, est-ce que j'arrive à retrouver? J'avais vu, c'était François Mal au Sénat, je crois, qui avait fait une... Est-ce que je l'ai mis en signet? Sinon, je ne le retrouverai pas. Enfin, si, en allant sur son profil. Ce que je vais faire dans un instant. Ok, je vais totalement le faire dans un instant. Hop. Le compère François Mal au Sénat, évidemment, qui s'est amusé à répertorier, je crois que c'est lui, ou je me trompe. Je crois avoir lu ça hier soir. Ah oui, non mais putain, mais qu'est-ce qu'il tweet lui aussi? Putain, je comprends pas comment les gens font pour tweeter autant. Ah voilà. François Mal au Sénat, attendez, mais est-ce qu'il a raison là-dedans? Parce que là, il y a des choses qui... Bon, je vous mets ce qu'il dit. Je vous mets ce qu'il dit. Liste des promesses sur lesquelles le RN a fait demi-tour. Dites-moi si j'ai oublié des trucs. L'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, l'abrogation de la réforme des retraites, la sortie du marché européen de l'électricité, l'uniforme scolaire, la baisse de la majorité pénale à 16 ans, la perpétuité réelle, l'interdiction totale de la binationalité, le référendum sur la peine de mort, l'interdiction du voile, l'interdiction de l'abattage rituel, le démantèlement des éoliennes. Nous dit-il. Ah oui, c'est la liste des promesses. Là-dedans, je pense qu'il met des choses, anciennes, j'imagine. J'imagine qu'il met des choses anciennes. Mais effectivement, là, vous voyez qu'il répond à une information de BFM TV. Exonéré d'impôt sur le revenu tous les moins de 30 ans, le RN évoque désormais des plafonds et non pas une exonération. Donc, vous voyez, le débat, le Rassemblement national a été contredit, a été même réfuté. Dans un grand nombre de leurs analyses, le Rassemblement national a été tellement réfuté qu'ils ont été contraints d'abandonner, purement et simplement, un grand nombre de leurs propositions pour des raisons de crédibilité, tout simplement. Donc vous voyez, d'un strict point de vue rationnel, il ne reste plus rien, sinon le racisme et l'immigrophobie dans le programme du Rassemblement national. Mais sinon, il ne reste plus rien. Il s'est déjà de lui-même démantelé. Il s'est déjà de lui-même détricoté. Ils nous ont déjà prouvé que pendant des années, ils ont prétendu vouloir des choses que, à la seconde où l'hypothèse de leur arrivée au gouvernement devient crédible, ils abandonnent. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est combien est-ce que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent? Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils nous expliquent depuis des mois et des années qu'ils sont sérieux, que tout ceci est travaillé, qu'ils se sont améliorés. Bon, vous avez la preuve que non. Vous avez la preuve que pas du tout, et que quand ils nous disaient que désormais ils étaient sérieux et que tout leur programme était bien ficelé, c'était totalement faux. Pourquoi ils abandonnent, à ton avis? Ils abandonnent parce que là, le débat politique se structure quand même beaucoup autour de leurs propositions, dans la mesure où ils sont la première force, celle qui pourrait l'emporter le 7 juillet prochain, et donc on leur pose des questions. Et ils se rendent compte qu'ils sont incapables de répondre. Donc ils abandonnent, ils lâchent du lest progressivement, en gardant la seule chose qui reste, c'est-à-dire le racisme et l'immigrophobie.
si le débat public était rationnel, cela devrait leur être reproché. Ils devraient descendre dans les sondages. Ils augmentent. Ils gagnent des points. Ce qui se joue dans le débat politique français, ça n'est plus de l'argumentation, ça n'est plus de la rationalité, ça n'est plus des raisons qui se confrontent les unes aux autres. Ce qui se joue en ce moment dans le débat public français, c'est un ensemble de pulsions qui ressortent. Et un ensemble de pulsions qui ressortent depuis le 9 juin dernier, depuis les élections européennes, depuis d'une part les élections européennes et d'autre part l'annonce de la dissolution d'Emmanuel Macron. Là, il y a un ensemble de pulsions qui sont bouillonnantes dans le débat public et qui emportent tout le reste. La première, c'est la volonté du peuple de décapiter son roi. On voit bien qu'il y a un rejet de la Macronie qui est un rejet, mais depuis très longtemps, évidemment, hein, qui est un rejet profond, viscéral, une détestation fondée notamment beaucoup sur les mots de mépris qu'Emmanuel Macron a eus pour les citoyens et les citoyennes français et françaises qui ne lui ont jamais pardonné. T'as qu'à traverser la rue, etc. Les Gaulois réfractaires. Là, à la veille de voir potentiellement le gouvernement chuter, ces pulsions se sont réveillées. Donc il y a une... je pense, on verra, hein, il ne faut jamais présumer du peuple français, du vote, enfin, il ne faut jamais présumer du vote du peuple français. Et on verra si j'ai tort ou raison, mais je ne serais pas surpris que la majorité, enfin, le macronisme, le mouvement présidentiel se tape la plus grosse raclée de leur histoire. C'est même absolument certain, aux prochaines législatives. Il y a ça qui s'est réveillé, et il y a autre chose. Il y a des pulsions qui sont agitées par le Rassemblement national et qui ne sont plus de l'ordre de la raison. C'est ça qui est terrible, c'est que ça devient impossible aujourd'hui d'attaquer leur programme précisément sur du rationnel. Déjà d'une part parce que, c'est ce que j'ai dit, déjà d'une part parce que le rapport au vrai a été perverti par la Macronie. Le macronisme n'a cessé de faire de la désinformation, de mettre en avant des affirmations qui contredisaient brutalement la réelle, de dire une chose et puis son contraire dès le lendemain, tout en ne cessant de dire il faut lutter contre les fake news et la désinformation de l'extrême droite. Bon, donc évidemment, forcément, quand toi-même tu affaiblis le rapport au vrai, quand toi-même tu ne cesses de désinformer, quand toi-même tu ne cesses de te permettre d'affirmer des choses dont tout le monde voit qu'elles sont fausses, sans avoir à en payer le prix, bon bah à un moment donné, les électeurs et les électrices se disent bon bah oui, bah écoutez, oui, bah au fond aujourd'hui c'est pas vrai peut-être, mais c'est vraisemblable. Si ça c'est pas totalement vrai, c'est une part l'est malgré tout. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le principe de proférence. Les mots, les affirmations se déposent, ont de l'impact sur les auditeurs et les auditrices, même si les auditeurs et les auditrices savent que ce qui est dit est faux. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus lutter contre le Rassemblement national par les arguments, parce que même en montrant qu'ils disent n'importe quoi, qu'ils ne cessent de se contredire, que ce qu'ils disent est soit inapplicable, soit impossible, soit fascisant, mais leurs électeurs ne votent pas pour ça en réalité. Ils disent oui, d'accord, oui, ok, bon, c'était peut-être pas tout à fait vrai, mais en vrai, c'est pas si grave. Parce que précisément, année après année, sous le macronisme, on a fait en sorte que dire quelque chose de faux, c'est pas si grave. Souvenez-vous, je prends un exemple qui me vient en tête là, souvenez-vous du jour où Emmanuel Macron a dit publiquement devant des élus d'outre-mer le chlordécone, donc ce pesticide extrêmement toxique et cancérigène pour l'être humain, qui a été utilisé pendant très longtemps aux Antilles après que l'on ait conscience de sa dangerosité. Emmanuel Macron qui dit devant des élus de l'outre-mer, dont des Antillais, il ne faut pas dire que le chlordécone, c'est cancérigène, parce que ça agite des peurs et parce que ce n'est pas vrai. Dans la foulée, dans la seconde, il est contredit par des médecins spécialistes du sujet qui lui disent « bah si en fait ». Le chlordécone est cancérigène, pardon, mais voilà les rapports qui le disent, voilà les institutions internationales qui le confirment. Si, non seulement on peut le dire, mais on doit le dire. Dans la seconde, il est contredit. Comment a réagi l'Élysée? Non pas en disant « ouais, le président s'est un peu trompé ». L'Élysée a réagi en disant « le président n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène ». Je vous jure que c'est vrai. Allez vérifier. Je vous laisse faire quelques recherches, vous verrez que j'ai raison.
Emmanuel Macron, il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène parce que ça agite les peurs et que ce n'est pas vrai. Dans la seconde, les scientifiques disent « si, il faut le dire, parce que c'est vraiment vrai en fait, et tout le monde le sait ». Réponse de l'Élysée, le président n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène. Comment vous voulez derrière que les Françaises et les Français en tiennent rigueur à Jordan Bardella, à Marine Le Pen et à tous les membres du Rassemblement national d'être systématiquement contredits, d'être systématiquement réfutés? C'est impossible. Le président a lui-même installé l'idée que la majorité était quelque chose de... La majorité. Le président a lui-même installé l'idée que la vérité était quelque chose de peu d'importance. Et donc, on ne peut plus attaquer le Rassemblement national par des arguments rationnels. Ils n'ont plus aucun poids. Et ils n'ont plus aucun poids face aux pulsions qui se sont réveillées. Les pulsions de rejet, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme. Parce qu'elles existent, mais elles existent... pour vous, c'est de l'autre côté. Elles existent là-bas, là, à l'extrême droite. Où pour le coup, oui, il y a des vrais antisémites. Bon, je vous renvoie à l'étude de Nona Mayer, qui est l'étude de la Commission nationale du débat public, commentée notamment par Nona Mayer, qui est paru il y a quelques jours, qui montre bien que l'électorat le plus antisémite de très loin, c'est l'électorat du Rassemblement national. L'électorat du Rassemblement national. Et donc je me suis perdu. Et donc voilà, ce sont ces pulsions qui se sont réveillées, des pulsions de racisme, de xénophobie, de rejet de l'autre. Et c'est là où, vous voyez, c'est là où moi je peux avoir un désaccord avec certains commentateurs, commentatrices du débat public. Moi, je ne crois pas que ce soit que les médias. Je crois que là, c'est des pulsions anciennes, profondes, qui existent dans une partie de la population française. Malheureusement, ça n'est pas Bolloré qui a créé le racisme. Il a participé à le décomplexer, c'est vrai, mais il n'a pas créé le racisme. Et là, dans l'enthousiasme, dans même quelque chose qui est une forme de jubilation, dans la jubilation de voir le Rassemblement national aux portes du pouvoir, eh bien ces pulsions-là se libèrent. Ces pulsions-là se libèrent. Elles s'expriment dans toute leur puissance et leur crudité. Et on voit les agressions homophobes dans la rue, on voit les mouvements d'extrême droite violents, on voit les militants de gauche attaqués violemment, on voit les interjections, les insultes racistes qui se libèrent. Il y a la prise de parole de Mohamed Bouafsi il y a quelques jours qui dit moi jusqu'à présent je recevais un mot ou une lettre raciste tous les mois. Là, j'en reçois 4 à 5 par jour. Et il se fait traiter de bougnoul dans la rue. On a son nom m'échappe, le présentateur de C'est ce soir. Comment est-ce que je vais réussir à le retrouver avant vous? Karim Rissouli. On a Karim Rissouli, le présentateur de C'est ce soir, qui a une prise de parole analogue. On a Asdine Ahmed Chaouch, ancien reporter pour Quotidien, qui est aujourd'hui sur Beurre FM, qui a eu une prise de parole dans le même sens. On voit bien aujourd'hui que le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, que tout cela s'est libéré. Ces pulsions-là se sont libérées. Et il y a une volonté de mettre les étrangers dehors, de leur en faire voir. On ne répond pas à du pulsionnel par du rationnel. On ne répond pas à des pulsions par des arguments. Et donc c'est en cela que je vous dis que Olivier Faure, oui, il fait un bon travail, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Et ça n'est pas de cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Le problème, c'est que ce dont déjà, je ne sais pas si ces pulsions-là qui se libèrent, est-il possible d'y faire obstacle? J'en sais rien. Peut-être pas. J'essaye de faire ma part du travail moi-même. Hein. J'essaye de faire le boulot. Vous voyez, on est à Avignon, on crève de chaud, mais on est encore sur Twitch et on parle encore de politique. Donc j'essaye de faire le travail. Moi aussi, d'ailleurs, par des déconstructions rationnelles. Vous voyez, je rentre dans la critique que je suis en train d'adresser, qui n'est pas une critique d'ailleurs, hein. Qui n'est pas une critique. C'est un constat. Voilà,
il faut faire ce travail rationnel parce que c'est important c'est important de continuer de le faire, mais en ayant conscience de ses limites. Et c'est mon cas. C'est mon cas. J'essaie de faire ma part du travail en sachant que malheureusement, je ne convaincrai sans doute que des déjà convaincus. Peut-être pas, d'ailleurs, certains me disent « Ah, j'ai envoyé tes vidéos à un tel ou une telle, et finalement, ça a participé à les convaincre, etc. » Donc, mais bon, ça revient à vouloir vider la mer avec une petite cuillère. Comment on fait pour répondre à des pulsions? On répond à des pulsions par d'autres pulsions. On répond à des émotions par d'autres émotions. L'analogie que j'emploie, c'est dans l'argumentation, c'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais dans l'argumentation, le rationnel, le logos, comme on dit en rhétorique, c'est l'armée de terre. Ton logos, c'est ton armée de terre. Et alors c'est efficace, hein. Tu peux conquérir un pays avec des chars et des fantassins, il n'y a pas de problème. Par contre, si ton adversaire ramène de l'aviation, tu vas te faire pilonner sans pouvoir rien faire. Sauf à avoir toi-même une aviation ou alors des canons sol-air. Donc des canons sol-air, c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début, c'est-à-dire déconstruire les émotions soulevées par l'interlocuteur. C'est ce que vous avez vu Faure essayer de faire quand il lui dit « Non, pas monsieur, très bien, ce que je dis est important et ne me traitez pas par le mépris ». Il cherche à déconstruire l'émotion soulevée par l'interlocuteur. Ça peut marcher, mais j'ai l'impression que là, on est passé au-delà de ce stade. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est plus dans l'émotion, on est dans la pulsion, on est dans quelque chose qui est plus profond. Et là, il faut répondre à ça par les mêmes armes. Il aurait fallu répondre avec... Il faut répondre à ce vent de rejet, à ce vent de racisme et de xénophobie, de peur de l'autre. Il faut répondre avec d'autres émotions, avec de l'espoir, de l'enthousiasme, la volonté de vivre dans une société plus égalitaire, refaire souffler le vent de la fraternité, réexpliquer que ces peurs-là ne sont pas celles dont les gens souffrent au quotidien, et non pas l'expliquer, mais le faire ressentir. Et ça passe par de l'émotionnel. Ça passe par pour filer la métaphore, une force de frappe rhétorique qui ne soit pas qu'une force de frappe argumentative. Et c'est là qu'on voit, hélas, et je le dis en le déplorant, mais sans avoir la solution, c'est là qu'on voit, hélas, j'espère que ce n'est pas un plafond de verre, je veux croire que ce n'est pas un plafond de verre, mais en tout cas, la limite rhétorique du Front populaire, c'est que le Front populaire n'a pas de leader. Et ce type de rhétorique-là, ce type d'appel-là, ce type de force, de force oratoire, ne peut pas être mobilisé par un ensemble, surtout dans notre, me semble-t-il, c'est là où je vous donne mes impressions, c'est là où c'est peut-être pas, ce que je dis, c'est peut-être pas absolu, hein, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, dans cette 5e République si personnalisée, ce genre de rhétorique-là repose sur la force tribunicienne d'un leader. Il faut quelqu'un pour l'incarner, il faut une incarnation. Et le travail que fait le travail argumentatif que fait le Front populaire en ce moment est un travail qui est assez remarquable en réalité, hein, qui est solide, qui est sérieux, qui est sourcé. Ce qui manque, c'est une incarnation pour venir donner une direction, un souffle rhétorique, venir pointer des valeurs en fait. Parce que là, je parle d'émotions, mais au-delà des émotions, c'est venir opposer aux valeurs du Rassemblement national d'autres valeurs. Et des valeurs, tu ne peux pas en convaincre quelqu'un. Il faut les faire souffler. Et c'est là où on en revient à ce débat politique en France qui, pour le meilleur ou pour le pire, est un débat très tribunicien, très personnalisé. Et le Front populaire, parce que la question du leadership n'a pas pu être tranchée avant que le contrat soit conclu, cette question a été rejetée à l'après-élection. Et donc, au nouveau Front populaire, aujourd'hui, vous n'avez pas de leader, vous avez un ensemble de porte-parole. Et à titre personnel, en termes de conception de la politique, c'est plutôt quelque chose qui, moi, m'enthousiasme. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien. Je suis en train de vous dire que moi, je suis plutôt pour cela, justement. Pour une politique qui soit davantage délibérative, qui se fasse davantage dans le collectif, qui mette moins en avant des personnalités et davantage précisément des arguments, des valeurs, un programme porté par plusieurs porte-paroles. Moi, ça correspond beaucoup plus à l'image que je me fais de la politique. Par contre, j'observe sans être capable de le démontrer, encore une fois. Hein, ce que je vous dis là, c'est vraiment mes impressions. Donc,
je prétends pas que ça fasse office d'oracle, hein. Vous seriez tout à fait légitime à ressentir les choses différemment de moi-même. Mais j'ai l'impression d'observer, en tout cas, l'inefficacité de ce discours-là. Je le constate. Et je pense que ce qui lui aura manqué, peut-être, encore une fois, il ne faut pas présumer du vote des Français, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais je crains que le nouveau Front populaire soit dans la situation d'essayer de s'imposer face à une aviation avec une infanterie sans canon sol-air. Voilà, c'est comme ça que je ressens. En tout cas, c'est de ça dont je voulais vous parler, de ce qui est pour moi la clé du moment que nous vivons, qui est le fait que... et je trouve que la séquence que je vous ai montrée, où Jordan Bardella est en grande difficulté, où il n'y a pas le début du commencement d'un argument ou d'une objection, il en est incapable, hein. Je pense que ça cristallise bien cette impression que j'ai et dont je voulais vous faire part. On a quitté le domaine du rationnel. Il ne faut plus analyser, je crois, l'élection qu'on est en train de vivre à cette aune-là. Oui, il n'y a rien qui va. Oui, dans le débat médiatique, c'est la France Insoumise qui est un parti antisémite, alors qu'en face, ils ont, au Rassemblement national, vous avez un député qui est un ancien libraire négationniste, et en tout cas, un ancien libraire qui vendait des livres négationnistes, et que parmi leurs candidats, il y en a certains qui ont eu des propos stricto sensu antisémites. Oui, on vit dans un irrationnel absolu et vous pouvez le déconstruire autant que vous voulez. Vous essayez de vous opposer et nous essayons, je me mets dedans. Hein. Ce faisant, nous essayons de nous opposer à un rouleau compresseur qui est bien plus grand, qui est un rouleau compresseur pulsionnel et émotionnel. Il y a une volonté de couper la tête du roi, de sortir les sortants, de renverser la table, peu importe de ce qui en restera. Et si ce qui en reste, c'est un peu moins d'arabe, on n'est pas contre quand même. Voilà, c'est cette impression que j'ai. Donc, j'ai pas de solution. Ne me demandez pas ma solution. J'en ai pas. Je vous donne juste ce que je ressens et qui me semble en tout cas être une clé peut-être pour comprendre ce qui est en train de se jouer. En tout cas, pour moi, ça ne fait que renforcer ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire en effet une politique qui soit moins personnalisée, une république qui soit davantage parlementaire, qui soit davantage centrée sur la participation des citoyennes et des citoyens, et moins sur l'illusion d'un homme providentiel, parce que c'est l'illusion d'un homme providentiel qui crée les tribuns, qui crée le fantasme de celui ou celle qui va tout résoudre. Et voilà. Et après, il faut aussi... moi, malheureusement, je crains que... Et encore une fois, là, je vous lis vraiment mes impressions. Hein, je devrais peut-être même pas faire ça, en réalité. Mais parce que ça ne vaut... Voilà, ça n'engage que moi. Hein, c'est une... Ne citez même pas cela comme une analyse. En tout cas, il y a une part, une composante d'analyse rhétorique dans tout ça, mais il y a aussi beaucoup mon ressenti de la période. Et mon ressenti de la période, c'est que par ailleurs, derrière tout ça, on a vu se réveiller en France des instincts et des pulsions morbides, parce que je crois pas qu'il y ait que... Je crois par ailleurs qu'il n'y a pas que de la rhétorique dans tout ça, il n'y a pas que de l'impact des médias dans tout ça. Je crois qu'il y a aussi, malheureusement, des vraies pulsions racistes qui se sont réveillées en France. Et quand je dis qu'elles se sont réveillées, c'est que elles existaient en réalité. Elles se sont libérées plus que réveillées. Elles existaient, mais sous la surface. Voilà ce que je peux vous dire. Je sais pas si ça vous aide. Je sais pas si ça vous aide ou si ça vous déprime, mais j'ai rien de plus dans mon tuto. J'ai rien de plus dans mon tuto, quoi. Elles étaient latentes, c'est vrai. C'est vrai, le mot est meilleur que le mien. Elles étaient latentes.